De toute façon, c'était l'équipe de France bis. Les joueurs premium n'étaient pas là. Ce n'était qu'un match de préparation. L'Écosse a commencé sa préparation 1 mois avant la France. C'est normal, la préparation physique était trop intense pour les Bleus. Les Écossais, ils ont plus de vécu en commun. Des joueurs, ils ont grillé leurs cartouches et ils seront pas dans les 33. Sérieusement, on essaie de se trouver des excuses pour une défaite. On mène 21-3 à la mi-temps et on perd 25-21 en jouant à 15 contre 14 pendant 30 minutes. On a explosé comme du popcorn en mêlée et on prend un 22-0 en une mi-temps. En tout cas, un match contre l'Écosse, c'est toujours un match avec carton rouge. C'est comme ça, c'est une tradition et on pouvait légitimement se poser la question de qui allait être l'heureux élu de ce jour. Percussion à la tête, rien à dire. Et la première utilisation du bunker. Quelle fluidité, carton jaune, le jeu se poursuit et bam, c'est transformé en rouge. Tu revois une fois l'action et basta, tu joues. Bon, eh bien on a perdu à 15 contre 14 et bizarrement, cette défaite contre l'Écosse, je la savoure. C'est paradoxal, car cette équipe de France me fait vibrer, mais ça ne me dérange pas d'avoir perdu. Et non, je ne vais pas chercher des excuses en disant que ce n'est pas des joueurs premium. Les mecs qui sont sur le terrain, ils ont sensiblement le même niveau que les joueurs qui n'y étaient pas. Bon, j'avoue que Dupont, il est peut-être un tout petit peu au-dessus du lot quand même. Mais la composition de cette équipe ne me dérangeait pas du tout. Alors pourquoi je la savoure, cette défaite ? Car la défaite, elle fait partie du jeu. Évidemment, on a envie de tout gagner. Et on le souhaite en tout cas que l'on gagne nos 10 prochaines rencontres pour terminer sur le toit du monde. On attend tous ce moment depuis que Galtier nous parle de sa courbe du temps et des objectifs à atteindre. Et je pense qu'inconsciemment, on écoute tout ce que Galtier nous dit et on le croit. Il nous a expliqué qu'il fallait jouer la dépossession pour gagner car c'était moins énergivore de défendre que d'attaquer et on a gagné. Il nous a dit qu'on allait faire de la repossession et ça a marché. Il nous dit que son objectif c'est d'être champion du monde et on se dit ouais, il a raison, on va y arriver. Ce mec, tout ce qu'il nous dit, ça se réalise. Mais il existe d'autres réalités. Des réalités beaucoup moins appréciables. Si on perd notre premier match contre les Blacks, on va avoir la crotte au cul pour la suite de la compétition en poule. Si on se fait sortir en quart de finale contre l'Irlande, ou pire, si on perd contre l'Italie en phase de poule et qu'on sort en phase de poule. Ce sont des fictions qui peuvent devenir réalité et nous faire très mal. Je ne suis plus habitué à cela avec l'équipe de France de rugby, mais j'imagine que plus des attentes sont élevées, plus tu deviens exigeant avec les résultats et les joueurs, et plus la déception est grande lorsque tu perds. Donc oui, gardons dans un coin de la tête que les résultats de l'équipe de France ne sont peut-être pas à la hauteur de nos espérances. Je vous avoue que j'étais inquiet sur le rythme du match. Il a fallu attendre 5 minutes et 3 mêlées pour voir la première passe réussie du match. Il y a eu une passe en 5 minutes. Stratégiquement, la France, elle limite ses prises de risque, elle décide d'aller défendre chez l'adversaire. Et c'est là où tu reconnais les vrais. Les vrais joueurs qui sont des 3/4 dans leur tête. Ces mecs qui jouent derrière, mais leur corps et leur coach ne le sait pas. Eh bien, ils appliquent les consignes et on va défendre chez l'adversaire. Et c'est une stratégie payante, puisque en partant d'une mêlée dans tes 40 mètres, tu te retrouves avec une touche dans les 22 mètres adverses. Et alors là, pour moi, il y a un hic. Et oui, parce qu'on mène à la mi-temps, on a mis un 21-3, mais il y a des hicks. Sur le lancement, on a un ballon porté et Biel Barré qui vient attaquer. Ok, il fait un en avant, ça arrive et c'est normal. S'il l'attrape, je pense qu'il va au bout. Là, il perd le ballon. Et il se met à chasser. C'est normal, t'as envie d'aller faire tomber, t'as envie de rattraper ton erreur. Mais ce qui me dérange, c'est que tous les joueurs, excepté Dulin, veulent mettre la pression aux Écossais sans se préoccuper de la couverture. La troisième ligne, elle veut aller distribuer des cartouches. Les ailiers ne décrochent pas, le 10 ne décroche pas, les centres non plus. Et c'est une chose qui est très dommage, car s'il y a 2 ou 3 joueurs qui se replient rapidement, on ne demande que ça, des ballons de contre-attaque à 50 mètres de l'embut adverse. C'est du caviar pour nous spectateurs et pour cette équipe de France qui excelle à mes yeux dans ce domaine-là. Mais là, on se retrouve avec Dulin qui recule à 25 mètres de son embut. Isolé, il n'a pas le choix, on part sur un set de tennis de table et pour le premier round, c'est les Écossais qui se retrouvent avec une touche sur nos 40 mètres. Et ça, c'est grave pour moi. Les mecs sont tous au courant de ce qu'il faut faire dans telle ou telle zone, sur telle ou telle situation. Mais quand tu es à 9 minutes de jeu et qu'il y a eu une passe en 5 minutes et 3 mêlées, les mecs ne sont pas oxy. Alors soit, qui est le fautif ? Parce qu'au bout d'un moment, quand tu analyses un match, il faut être capable de cibler des joueurs, non pas pour les descendre, mais pour tenter d'être plus précis et mieux préparer la prochaine fois où tu vas vivre une situation similaire. Alors pour moi, là-dessus, je dirais qu'il y en a 2. Il y a Biel Biarré. Déjà, il fait un en avant, mais ça, c'est même pas le problème. On a Moefana qui est au plaquage, on a Gaëton et Dumortier qui ferment le sens, ce qui est normal, et Jalibert qui traîne dans la zone. Ça, c'est les 10. Tu sais pas toujours ce qu'ils font, mais ils sont là. Et Biel Biarré, à un moment, tu as une porte pour décrocher. Tu as la possibilité de t'extraire de cette zone-là et d'aller couvrir le 3e rideau. On a envie de te voir remonter des ballons. Prends-la cette porte, l'en avant c'est fini, tu ne récupéreras pas la balle, alors pense à la suite. Et le second c'est Tanga.
On a l'habitude de voir les 8 décrocher dans le champ profond lorsque l'adversaire est dans ses 22 mètres. Tu sors du ballon porté, le ballon il est perdu. Ok, t'as fait 3 ou 4 plaquages en 9 minutes, mais t'es pas carbo. Tu dois rester lucide. Tu dois avoir cette capacité de te dire, ok, il faut que je décroche. Mon rôle en tant que 8, je vais devoir aider. Je dois analyser très rapidement les situations. Et ça, c'est je pense, le petit truc que je peux reprocher à Tanga sur ce match. Parce qu'il a été au plaquage, il a été au four et au moulin, il a eu une activité monstrueuse. Mais c'est cette lucidité sur certains choix et sur certains positionnements à des moments. Bon, et pour le premier essai français, on peut dire merci à Bourgarit. Parce que sur cette touche, il va avoir une petite action anodine. Il dit bonjour au deuxième ligne écossais. Le temps de lui dire bonjour, le mec prend du retard pour circuler, pour pouvoir alimenter. Le 13, il est en avance et il est inefficace sur sa combinaison. En défense, on a des mecs dont le fond de commerce c'est le combat et la dureté sur l'homme. Et ces mecs-là, ils ont réussi à circuler avant l'attaque, donc on est positionné en défense avant que l'attaque ait circulé, ce qui est quand même assez rare. Et ils ont envie de se montrer ces mecs-là, et bah tant mieux. Et pof, on a Chalureau et Boudéan qui disent bonjour à Schoman. Là, pour le coup, tu marques des points aux yeux de Galtier, car Schoman, c'est pas un tendre. Hein. Dès qu'il touche le ballon, lui, tout le stade fait ouh. Et les Écossais, ils sont bien dérangés sur la séquence, et pouf, tu leur mets la pression. Eux, ils veulent l'inverser, mais là, il se passe quelque chose de particulier. Les principes de contre-attaque après jeu au pied veulent que tu ailles jouer à l'inverse de la source du coup de pied, là où il y a moins de densité défensive. Alors oui, la France a mis une grosse pression, mais regardez, l'Écosse décide de garder le 15 et le 10 en couverture. Soit, ça c'est pas un souci. Mais il n'y a que 4 joueurs qui sont dispo pour monter, dont un numéro 4. En soit, pourquoi pas, ça veut dire que les mecs qui sont en train de se renifler dans le ruck, ils vont devoir s'activer. Le jeu au pied, il est un petit peu long pour contester dans les airs. Mais ce que tu cherches à faire dans ce cas-là, c'est à couper les transmissions des attaquants. C'est-à-dire que tu n'as pas envie que les attaquants ils aillent jouer à l'inverse de la source dans la zone où il y a peu de densité défensive. Et donc il faut que tu montes et que tu coupes. Et pour le coup là, il ne coupe pas et il regarde les Français au lieu de couper les transmissions, il attend le dernier joueur. Et ça c'est quelque chose qui est pas possible. Et du coup ça, je suis remonté un petit peu avant dans la séquence et il y a une chose qui est ultra intéressante. C'est de voir cette communication et cette anticipation des Français auxquels on ne fait pas attention tout au début. Quand Gaëtan il identifie qu'il n'y aura pas de jeu au pied transversal, parce que toi t'as qu'une peur, c'est que l'ouvreur il mette un jeu au pied transversal, donc t'as ton ailier, il est obligé de traîner un petit peu dans la zone, il peut pas tout de suite décrocher. Mais une fois que c'est identifié, il demande à Biel Biarré d'anticiper et de décrocher pour gagner du temps. On le voit avec sa main là, il lui dit c'est bon, vas-y, décroche. Et au moment du jeu au pied, c'est lui du coup qui anticipe en se replaçant dans le couloir des 15 mètres. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que Biel Biarré, il va venir prendre le centre du terrain en anticipant, et du coup c'est Gaëtan qui va aller se retrouver dans le couloir des 15 mètres. Et après, attention, ça pédale très vite, très vite. On connaît la force de nos joueurs sur ces phases de transition. On voulait tous voir Boudéan et surtout pour moi Gaëtan et Biel Biarré en attaque. On avait envie de les voir sur le très haut niveau. On s'est aperçu que sur le très haut niveau, c'est invité. Mais pour en revenir au début, c'est le problème du rugby. On ne dit jamais assez merci aux premières lignes, car laissons le doigt à Bourgarit. Je vais m'attarder rapidement sur le second essai de la France pour une chose. Sur le lancement, Moefana il va venir couper à hauteur, c'est ce que j'appelle un bloqueur. Il sera pas souvent servi, sauf si le timing du lancement de jeu est mauvais ou qu'il y a une énorme pression, mais tu cherches à attaquer les espaces libres. Là, la France va venir, a priori, je dirais, mais ce n'est qu'une conviction, choisir d'attaquer le très ailier et l'ailier. Et ce n'est qu'une conviction. Mais en faisant cela, tu consommes l'ailier adverse. Il ne reste donc plus qu'un profil ailier sur les extérieurs et un pauvre troisième ligne qui vient de traverser le terrain avec ses 3 poumons pour circuler dans le sens. Et là, tu le mets face à des mobilettes sur une situation de surnombre. C'est extrêmement difficile pour le troisième ligne qui lui est en bout de course. Et là où je pense que c'est volontaire de se retrouver dans cette situation, c'est qu'évidemment Gaëtan vient de se positionner pour gêner la circulation défensive, ça c'est normal. Mais c'est Moefana. Qu'est-ce qu'il fout là ? Oui, c'est le bloqueur au début de l'action. Donc le joueur, au début, il arrive avec une course reverse pour arrêter la défense, il repart vers la gauche, à l'opposé, il arrive à circuler et à se replacer en profondeur pour être une menace intérieure sur le prochain temps de jeu. Vous imaginez ? C'est-à-dire qu'il fait un leurre sur le temps de jeu d'avant, totalement à l'opposé, et il arrive à se déplacer pour être à l'intérieur du 10 sur l'action suivante. Waouh ! Je pensais pas que c'était possible de faire ça. Une autre petite chose que j'avais pas vue auparavant, c'est que pour moi la France, elle tente de nouvelles petites tactiques pour répondre à des objectifs spécifiques. Notamment sur cette mêlée, tu vas voir. Normalement, les lancements de jeu sur mêlée, ils te permettent d'attaquer tout le temps des zones faibles.
On a des combinaisons sur un temps de jeu pour attaquer une zone faible ou éventuellement sur plusieurs temps de jeu où tu fais bouger la défense et tu prépares le retour une fois que tu as consommé des joueurs. Tu as différentes options et tu vas essayer de déstabiliser la défense. Et bien là, le lancement est particulier. Tu attaques très fort avec le 12, le 10 et le 13. C'est-à-dire que tu vas consommer ton 10 dans la zone de combat sur un jeu à 0 passe. Tous tes avants, ils vont basculer dans le sens. Et là, le 10 va recharger pour dropper. Donc j'ai cette impression que ton lancement de jeu, il a été créé, celui-là, uniquement. Il a uniquement pour objectif de t'amener au centre du terrain, de libérer le 10. C'est vrai qu'en défense, tu ne t'attends pas forcément après un lancement de jeu sur mêlée, au moment où l'attaque devrait renverser le jeu en criant renverse, à une passe axiale pour un drop. Et ça, je pense que ça fait partie des petites choses que la France essaye, parce qu'ils ont pensé à ça en se disant, ok, si à un moment on est sur un match serré en Coupe du Monde et qu'on a besoin de scorer, et qu'en face ils ont pris 8 pénalités en tout et pour tout sur le match, ils ne font pas de faute en défense dans leur camp, donc on a peu d'occasions de scorer, défense ultra hermétique, comment est-ce qu'on fait pour scorer? Et donc je pense qu'ils ont créé ce petit lancement pour se dire, ok, on est capable de créer des lancements comme ça, qu'on peut s'approprier pour marquer 3 points. Et à la mi-temps, on se retrouve quand même avec un score de 21-3. Et je pense que inconsciemment, tu te relâches. Tu as envisagé beaucoup de scénarios avec le staff, tu les travailles, et je ne pense pas que dedans, il y ait beaucoup de scénarios dans lesquels tu mènes de 18 points à la mi-temps en Écosse. Pour certains, ils jouent avec la France et ils pensent aussi à leurs prestations. Est-ce qu'ils vont aller à la Coupe du Monde? Et là, tu commences à te relâcher. Tu n'es plus efficace sur tes plaquages. Dès le coup d'envoi, puis les séquences s'enchaînent et tu recules. Tu te poses la question à un moment si tu vas contester un ballon. Il n'y a personne, tu peux y aller, c'est sûr. Mais est-ce que les coachs interdisent aux 10 de contester, de s'exposer dans ces phases de combat? C'est possible. Ou alors, est-ce qu'il y a bien à ce moment-là, tu te demandes si ça vaut le coup de prendre un mauvais coup car il y a une liste bientôt? Ou alors peut-être que tu évalues mal la situation. Toujours est-il que tu laisses des ballons propres et sans pression à l'adversaire. Et attention, ce n'est pas un petit club en face, tu as l'Écosse, tu as des internationaux. Et par manque d'agressivité en défense, par manque d'efficacité sur les plaquages, par manque de main dans les rucks qui ralentissent, tu laisses les Écossais revenir et s'installer progressivement dans la partie. Et c'est pas grave, tu mènes de 11 points et tu les as atomisés en première mi-temps. Tu crains quoi? Et tu as une pénalité. Et ça c'est le moment où tu as la possibilité de prendre 3 points, de maintenir l'écart. Et en revanche, là, je sors le fusil à pompe, t'as mis Dulin en capitaine. T'as mis un joueur de rugby. Un joueur qui joue pour jouer. Un matador des contre-attaques qui a faim de ballon. Bah ouais, tu vas en touche. Bah ouais, t'as envie de jouer au rugby. Pourquoi tu prendrais 3 points? Et tu vas en touche. Pourquoi? Si tu joues pour gagner, tu scores. T'es pas sûr de les atteindre dans le jeu. Admettons. Tu marques, personne ne dira rien. Et tout le monde te dira que c'était le choix à faire. Mais là, tu as fait un en avant. Et là où tout était propre en première mi-temps, tu commences à faire trop de fautes de main. La pression, l'enjeu, la fatigue, tu réfléchis. Et ça, c'est très mauvais sur un terrain quand tu penses à autre chose que le jeu. Car le doute, il peut s'installer. Et si les Écossais reviennent dans la partie, je serais pas pris pour la Coupe du Monde. Même ton point fort, le plaquage, tu n'y arrives plus et tu sanctionnes l'équipe. Les mecs te glissent entre les doigts. Purée, un pilier sans vitesse a réussi à te prendre sur les extérieurs. C'est dingue. En plus, c'est showman, quoi. C'est pas le pilier le plus mobile du monde. C'est le mec qui te cartonne la gueule quand il touche la balle, c'est ça. Tout le monde fait ouh et il vient de te faire passer pour un cadet aux yeux de ton sélectionneur. Le pire, c'est qu'il y a quelque temps, tu as innové avec ces fameuses triples sautées de ton œuf pour aller chercher le couloir des 15 mètres et ton ailier. C'est toi qui l'as mis en place avant que les autres nations l'imitent. Et là, ils le font et ton 15 se fait ouvrir en 5 sur le plaquage. Dur. Les mecs, ils sont à 14 et ils jouent à la main. Ils ne prennent même pas les points. Et toutes ces petites maladresses qui s'accumulent, t'en perds ton rugby. Tu veux tellement gagner le match et ta place pour la Coupe du Monde que tu confonds vitesse et précipitation. Toutes ces structures d'attaque, tu les maîtrises habituellement, tu les maîtrises parfaitement. Là, tout le monde fait des erreurs de timing. Prenons celle-là et allongeons un petit peu le cœur de Woki parce qu'il se fait quand même pas mal charger dans la presse. Il n'y a rien pour lui sur cette pénalité. En revanche, Arthur Vincent, qui vient de rentrer après une très longue absence sans porter le maillot, il se retrouve sur un mauvais timing. C'est dommage car la structure pour moi elle est gagnante. Tu te retrouves avec un 3+1 contre 3 avec plein d'options et notamment opposer un profil ultra rapide avec Gaëton face au talonneur adverse. Mais mauvais timing. Vincent est en avance donc il n'a pas de vitesse et là Moefana il est obligé de faire un choix très rapidement. Retour à l'intérieur, écran, pénalité, bam. Le rugby ça va vite. Ta possession de balle qui était intéressante, elle devient un danger. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Écosse, elle décide de ne plus sortir le ballon en touche quand ils sont dans leur camp.
Et ils n'ont pas du tout envie de partir sur des phases structurées avec une touche à un de moins devant. Alors ils tapent et ils laissent les ballons volontairement sur le terrain. On a cette impression-là, c'est qu'ils laissent l'initiative à la France en se disant « Ok, on va défendre très fort ». Et alors là, à la fin de match, je suis désolé, je suis encore en train d'essayer de comprendre les choix. La première pénalité qu'on a, tu vas en touche. Pourquoi pas? Tu te dis qu'une mêlée collée à la ligne de touche, c'est pas forcément évident à négocier. Pourtant, s'ils mettent un 3/4 dedans, tu attaques un 1 de plus derrière. Tu obtiens une seconde pénalité. Et là, tu prends la mêlée. Tu as un côté de 20 mètres à droite et l'autre côté pour pouvoir attaquer. Les Écossais décident de se mettre à 8 dans la mêlée. Donc bien sûr, tu as un 3/4 qui vient dans la mêlée. Ça veut dire que toi, tu as un surnombre en plus à jouer derrière. La mêlée, elle est compliquée. Tu la refais et là, tu obtiens une pénalité. Tu te dois d'être conquérant devant no scrum, no win. Tu as dominé la mêlée précédente. Et là, pour moi, il y a un Capharnaüm sans nom. Autant sur le dernier match pendant le tournoi Destination, on savait exactement ce qu'on faisait sur une pénalité, c'est-à-dire qu'on enfumait un petit peu l'adversaire. On a, avec une fin de je tape en touche et puis derrière je joue. Et là, pour moi, Dulin, il fait le choix de la touche. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse sur ta mêlée. Tu sembles dominateur, tu viens d'obtenir une pénalité sur ta mêlée. Proche de l'embut adverse, tu peux enfoncer le clou. Tu as les deux côtés d'attaque et tu veux aller en touche. Je n'ai pas compris. Tu regardes Movaka, tu as même l'impression qu'il fait le signe. Ok, on prend la mêlée. On est bien, on y reste. Et donc ce choix, il m'intrigue. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une explication rationnelle parce que je n'en ai pas trouvé. Alors oui, c'est une défaite. Mais j'ai vraiment eu cette impression de faillite mentale sur la seconde période. Sur la gestion de match avec les enjeux, les joueurs sous pression physiquement et mentalement, je pense, avec cette liste qui va sortir. Ils sont quand même sous pression depuis 6 semaines. Et il faut pas oublier que c'est quelque chose. Mais pour moi, il n'y a rien d'inquiétant. C'est-à-dire que je vois cette défaite et je me dis, ok, c'est pas grave. On a perdu et alors? Toutes les erreurs qu'on fait ici, c'est des choses qu'on va régler pendant la Coupe du Monde. Je préfère ça plutôt que de faire des matchs complets directement où tu étales tout le monde. Si t'as rien à redire sur les matchs, en fait, tu apprends moins. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer en Coupe du Monde quand tu vas être dans la difficulté? Ce genre de moments, tu ne vas pas les gérer aussi facilement. Et là, moi, je pense que c'est une très bonne chose qu'on reprenne goût à la défaite. Mais ça annonce que du bon pour la suite, car les matchs, ils sont relevés. La prochaine vidéo qui va sortir cette semaine, c'est normalement sur la défense de l'équipe de France. Les secrets de la défense de l'équipe de France. Si t'as aimé la vidéo, pour me soutenir, tu peux souscrire à la chaîne. Évidemment, tu peux lâcher un petit pourboire. Et surtout, tu peux t'abonner, mettre la petite cloche et lâcher ton meilleur pouce bleu. Allez, topette!